toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette session en ligne pour présenter donc les résultats de notre étude qui s'intitule « Préférences d'investissement pour des travaux de rénovation thermique dans le cas de copropriété privée en France ». Résultat en fait et étude qui a été menée à l'aide de mes co-auteurs ici enseignants-chercheurs, à savoir donc Valéria Fanghela, Marie-Charlotte Goetlein qui est présente et qui présentera la deuxième partie des résultats, vous comprendrez mieux quand je vous présenterai l'agenda, mon collègue Joachim Schleich et donc moi-même, je suis Karine Sebi, professeure associée à Grenoble École de Management et je coordonne la chaire Energy for Society dans le cadre de laquelle s'est menée cette étude. Et il y a aussi présente avec nous Clara-Marie Casquero, qui est là aussi pour répondre à vos questions, on va dire, d'ordre technique ou de connexion. Donc je rappelle que cette réunion est enregistrée, comme ça elle sera mise à disposition pour ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire. Donc aujourd'hui, l'objectif rapidement, c'est, je vais vous présenter très rapidement, mais justement, qu'est-ce que c'est que cette chaire Energy for Society. Et après, on rentrera donc dans le vif du sujet avec quel est le contexte et les intérêts de notre recherche. Et surtout, en deuxième partie, Marie-Charlotte, elle présentera la méthode, la partie expérimentale, ainsi que les résultats. Et on espère voilà, que nos résultats vous éclaireront et donneront quelques recommandations, notamment en termes de politique publique. Et ce qu'on vous propose, c'est de réagir, on va dire, à la fin de notre présentation, une fois que Marie-Charlotte aura fini de parler. Mais si vous avez des questions, on va dire, immédiates, d'incompréhension, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Marie-Charlotte, pendant que je parlerai, elle fera la modération et inversement quand... Je viens de recevoir un appel ce matin. Alors, par contre, si vous pouviez, voilà, éteindre vos micros, mais Clara-Marie, donc, elle s'en charge. Donc, sans plus attendre, je vous présente rapidement donc, cette chaire qui a été inaugurée il y a bientôt déjà 3 ans. Et l'objectif de cette chaire, c'est de comprendre comment des entreprises, en lien étroit avec des autorités publiques, peuvent ou doivent élaborer des nouvelles stratégies en phase avec la nécessaire transition énergétique qui appelle la société dans son ensemble à développer de nouveaux services énergétiques. Donc, en fait, dans le cadre de cette chaire, on a développé essentiellement 2 projets structurants. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui et un autre qui porte plus sur la co-création de nouveaux services énergétiques et qui est une approche beaucoup plus qualitative et de business model que celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui porte donc sur un sujet précis dans l'efficacité énergétique et plus particulièrement, vous avez compris, sur la rénovation thermique dans les copropriétés privées. Je tiens sincèrement à remercier nos mécènes, Air Liquide, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Engie, qui nous soutiennent financièrement et qui apportent aussi tout leur soutien tout au long des projets. Merci à eux. Donc, quel est le contexte et l'intérêt de notre recherche ? Je pense que je vais passer assez rapidement sur cette slide parce que si vous êtes invité à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà très sensibilisé au sujet. À savoir donc la rénovation thermique dans le secteur résidentiel. Je vous rappelle que bien évidemment le rythme des rénovations actuelles ne nous permettra pas, s'il est maintenu tel quel, à atteindre les objectifs climatiques qui sont affichés et notamment qui ciblent le secteur résidentiel d'avoir un parc de bâtiments basse consommation d'ici 2050. Et c'est d'autant plus vrai pour le cas des copropriétés privées. Nous avons compilé un certain nombre de statistiques pour le mettre en évidence. J'ai pas mis les sources, mais promis, je peux vous les donner, mais ce sont des statistiques officielles et nationales. Donc, les copropriétés, en fait, il y a un fort potentiel, un fort gisement d'économie d'énergie, puisque ça représente 28% du parc résidentiel en France, et donc là il s'agit des copropriétés privées, on exclut le parc social, et 50% ont été construites donc avant 1914, autant dire bien avant les premières réglementations thermiques. J'ai trouvé aussi que parmi sur les statistiques nationales, sur les rénovations annuelles, dans le secteur résidentiel, seuls 18% en fait ciblaient justement des logements en copropriété privée.
Et le cas, outre le fait que le cas des copropriétés privées est intéressant pour nous en tant qu'académiques, parce qu'en fait, il est très peu étudié dans la littérature, il se trouve que c'est aussi intéressant parce que le processus décisionnaire de mise en place des rénovations thermiques est très complexe pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'il faut prendre une décision commune à plusieurs, se mettre d'accord, sachant que chaque copropriétaire a un profil de vie différent, donc ils sont hétérogènes par leur âge, leur statut. On a des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs. On y reviendra, c'est un point justement qu'on a vraiment testé et on a voulu mettre en avant pour tester si on avait des incitations qui sont diversifiées ou divergentes en fonction du statut du copropriétaire. Bien évidemment des revenus, donc ça complexifie la prise de décision commune. Le type et la taille des bâtiments aussi sont différents d'un bâtiment à un autre. On n'a pas une histoire qui est commune à une autre pour un bâtiment donné. Et aussi par les modalités de gouvernance. Et c'est vrai que lorsque, en amont de notre enquête quantitative, on a eu le plaisir d'interviewer certains experts et notamment des agents dans des agences locales de l'énergie spécialisée dans la rénovation thermique. On a bien compris que c'était le parcours du combattant, que c'était un processus qui était très long, qui dépendait aussi s'il y avait la présence d'un syndic professionnel ou pas, de l'implication de l'ambassadeur, du rôle joué par le conseil syndical, les différentes décisions de vote au cours de tout le processus. Et comme je vous ai dit, voilà, en moyenne, on a compris que entre le moment où le sujet était apporté, le sujet de la rénovation thermique était apporté en AG pour la copro et la rénovation active, il peut se passer jusqu'à 6 ans. Et l'autre point de départ aussi, c'est que le seul argument en fait des économies d'énergie n'est pas forcément suffisant pour engager donc les copropriétaires ou d'ailleurs d'une manière générale les propriétaires d'un logement à engager donc des rénovations thermiques. Il y a d'autres bénéfices qu'il faudrait valoriser. C'est ce qu'on a compris en fait de notre première approche de terrain. Et l'idée de cette étude, c'était déjà de mettre en exergue quelles sont les principales motivations qui vont pousser ces copropriétaires à engager des rénovations thermiques, quelles sont aussi les contraintes. Et on en a profité aussi, et donc c'est là où Marie-Charlotte vous donnera plus de détails sur la méthode, mais en discussion, en lien étroit avec des financiers, avec des experts dans des montages financiers de travaux de rénovation thermique. On a voulu tester de nouveaux produits, de nouveaux services financiers pour voir en fait s'il y avait certaines caractéristiques, certains attributs, comme on dit dans notre jargon, qui permettraient en fait d'accélérer ou d'améliorer la propension à investir dans cette rénovation thermique et donc à accélérer le passage en fait à la rénovation thermique dans le cadre de copropriété privée. J'espère que c'est clair. Et en amont, en fait, en introduction à la partie que Marie-Charlotte va vous présenter, on a voulu, au travers de cette expérimentation, tester donc différents mécanismes financiers de la rénovation thermique, certains qui existent, d'autres qui n'existent pas. Justement, on a une méthode qui permet de révéler les préférences, même si les produits ne sont pas en place via des choix hypothétiques. Alors, bien évidemment, ça reste une enquête déclarative qui a ses défauts, mais ça nous permet quand même de tirer, on va dire, un portrait des copropriétaires et on a essayé justement de voir s'il y avait des caractéristiques aussi sociodémographiques qui pouvaient être associées à ces différents comportements. Bien évidemment, on a testé ce qu'on appelle dans notre jargon, on va dire académique, le split incentive, qui est un résultat marquant de la littérature en économie dans l'efficacité énergétique, en particulier dans les rénovations thermiques du résidentiel. C'est qu'on observe en fait des comportements différents selon si on est un propriétaire bailleur ou occupant. Et la littérature nous dit que notamment les propriétaires bailleurs seraient moins enclins en fait à investir dans la rénovation thermique, tout simplement parce que ce ne seront pas eux qui bénéficieront directement des économies d'énergie qui vont être engendrées grâce à la rénovation. Donc la littérature nous met clairement ça en avant et on a voulu le tester dans le cadre de notre étude sur les copropriétés privées en France.
Et enfin, toujours suite en fait aux enquêtes, aux entretiens semi-directifs qu'on a fait au préalable avec les experts, on s'est rendu compte qu'en termes de communication, il était important aussi de comprendre auprès des copropriétaires si les avantages en fait de rénovation ne sont pas distribués de manière symétrique, c'est-à-dire que si jamais il y a par exemple une rénovation qui va être mise en place sur la toiture, on va isoler les combles, etc. Si ça bénéficie principalement aux personnes, aux copropriétaires qui habitent au dernier étage comparativement en fait à ceux qui sont à des étages, on va dire, inférieurs, qu'est-ce que ça implique en fait en termes de comportement et d'attitude face en fait à la proposition de la mise en place d'une telle rénovation énergétique. Donc, on a testé si c'est les incitations divergentes lorsque les avantages des rénovations ne sont pas distribués de manière symétrique. Rapidement, avant de vous présenter donc, les résultats descriptifs de cette enquête, je vais vous décrire en fait notre méthode de sondage. Donc, c'est Marie-Charlotte et moi-même principalement, on a conçu l'intégralité de l'enquête. Qui a été donc construite, comme je vous l'ai dit, en amont, notamment grâce à des inputs qu'on a reçus d'experts dans des ALEC, mais aussi dans des banquiers, etc. Et on a validé d'ailleurs cette enquête après les avoir interviewés. Puis, on s'est adressé à un institut de sondage qui a distribué via son panel notre enquête. Ils ont bien évidemment suivi nos consignes puisqu'on cherchait une population, on cherchait à interroger une population très ciblée, c'est-à-dire des copropriétaires privés en France métropolitaine, et on leur a demandé bien évidemment que ce soit représentatif de cette population. Donc au niveau géographique, tranche d'âge, tranche de revenus, genre, enfin voilà, on a pris les statistiques de l'INSEE associées à cette population et on a demandé en fait à avoir des contrôles par rapport à ces tranches-là. Notre enquête, qui était malheureusement déjà trop longue, on a dû faire des arbitrages et il y a plein de questions sur les politiques publiques que je voulais mettre mais qu'on m'a interdit de mettre parce que c'était déjà trop long. Mais il y avait donc 3 volets. Une première partie justement qui nous permettait de bien comprendre les caractéristiques démographiques mais aussi techniques liées, on va dire, au logement. Ensuite, il y avait une partie donc expérimentale que Marie-Charlotte prendra le soin de vous présenter. Et une troisième partie où on revenait sur une partie déclarative où là, on testait, on leur questionnait sur leurs préférences et les motivations par rapport à la copropriété et à la rénovation thermique, mais aussi par rapport à leur aversion au risque et à différents modes de financement justement pour investir dans cette rénovation thermique. Donc, ce que je vous propose, c'est que je garde la parole. Je vais vous présenter donc les résultats des parties 1 et 3 sur les parties descriptives. Et dans un second temps, donc Marie-Charlotte vous présentera les résultats expérimentaux. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est bon? Non, il n'y a pas de questions. Alors, je vais essayer de passer rapidement sur certaines slides parce qu'il y a beaucoup d'enseignements et je vais essayer donc de mettre en lumière vraiment les résultats qui sont marquants. Alors, l'enquête a eu lieu l'année dernière, à la même période, au mois de juillet, nous étions en train de collecter les données auprès de l'Institut de sondage. Nous avons réussi à collecter des infos de la part de 1268 copropriétaires. Et souvenez-vous, notre intérêt, c'était de voir justement s'il y avait des incitations divergentes en fonction du profil, soit propriétaire-bailleur, soit propriétaire-occupant. Donc, il fallait que pour chaque sous-population, on ait un échantillon qui soit assez large. Et on a eu 48% de propriétaires bailleurs et 52% de propriétaires occupants, ce qui nous permettait donc de faire des analyses statistiques robustes pour tester justement s'il y avait des différences de comportement. Alors, les premiers résultats descriptifs nous indiquent que d'une manière générale, les participants sont des propriétaires de leur logement, de leur appartement depuis longtemps, 12 ans en moyenne, et qui n'envisagent pas de le vendre prochainement. Pour les bailleurs, on leur a demandé s'ils avaient des difficultés à louer leurs biens. Donc, on a tous les détails, si vous voulez, on pourra vous les donner. Mais d'une manière générale, ils ne rencontrent pas forcément de difficultés à louer leurs biens.
Et au cours des 10 dernières années, on leur a demandé aussi si jamais leur appartement ou leur copropriété avait subi, entre guillemets, une rénovation thermique. Et donc, il y en a 33%, donc un tiers, qui n'ont pas entrepris donc, de rénovation thermique au cours des 10 dernières années. 35% ont changé leurs fenêtres et 22% ont changé leur système de chauffage. On a d'autres actions, mais qui sont moins représentatives et je n'ai pas mis l'exhaustivité des résultats ici. Comme ça vous donne en fait un aperçu. On leur a demandé ensuite l'étiquette de leur appartement. Et donc là, en fait, certainement que ça ne va pas vous surprendre, mais presque la moitié en fait, de nos participants ne connaissent pas la performance énergétique de leur logement. Le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et c'est d'autant plus étonnant pour les propriétaires bailleurs qui sont censés connaître leur étiquette puisque celle-ci est obligatoire en cas de location. On voit plus de 40% qui sont incapables en fait de nous donner l'étiquette de leur logement. Ensuite, on les a questionnés sur le niveau de connaissance, alors c'est du déclaratif bien sûr, sur différents outils relatifs à la rénovation thermique ou à l'entretien de leur logement en copropriété privée. On voit que le fonctionnement du fonds de travaux de la copropriété, c'est un outil que les copropriétaires, d'une manière générale, connaissent et connaissent mieux que les autres outils qui sont listés dans cette slide. Il y a plutôt une mauvaise connaissance générale de la procédure qu'il faut mettre en place justement pour mettre en place des rénovations énergétiques en copropriété. Mais les deux autres résultats en fait qui sont marquants, c'est le fait que les gens ne sont pas forcément au courant de l'emprunt collectif qui est disponible dans le cadre d'une copropriété privée pour mettre en place cette rénovation thermique. Et enfin, alors à l'époque, on était donc en juillet 2021, on était encore, je ne sais pas s'il y a des gens des personnes qui travaillent à la DHUP au ministère, mais il me semble qu'en juillet 2021, on était en train de changer, on était en train de passer du réseau fer au réseau donc France Rénov'. Bon, je ne pense pas que le fait d'avoir changé de nom va augmenter significativement les statistiques. Je suis désolée d'enfoncer le clou, mais là, d'une manière très claire, il y a presque 60% en fait de nos participants qui n'avaient jamais entendu parler du réseau fer, sachant qu'on avait mis une petite astérix qui expliquait qu'est-ce que c'était que le réseau fer, qui était donc l'outil de communication pour la rénovation thermique en France. Ensuite, on leur a posé des questions par rapport à la procédure en fait, du vote et de la mise en place de la rénovation thermique. D'une manière générale, différentes choses. Et un des résultats marquants, c'est que d'une manière générale, les participants sont plutôt favorables à l'obligation d'une rénovation pour les passoires thermiques. Alors, je ne veux pas non plus être, méchante, mais en même temps, ce n'est pas très étonnant. S'ils ne connaissent pas leur étiquette DPE, finalement, on ne voit pas vraiment pourquoi ils seraient contre, surtout s'ils ne savent pas s'ils logent dans une passoire thermique. Sinon, d'une manière générale, les gens trouvent que la procédure de mise en place de ces travaux de rénovation est plutôt longue et complexe. Ensuite, on a posé une question qui était, on va dire, adaptée en fonction du profil. Aux propriétaires occupants, on leur a laissé la possibilité, si jamais il y avait le choix, de changer la procédure de vote en AG en cas pour voter la réalisation de travaux énergétiques. On leur a demandé s'ils seraient d'accord si seuls les propriétaires occupants devraient avoir le droit de voter la réalisation de travaux énergétiques, c'est-à-dire qu'on exclut les propriétaires bailleurs. Et d'une manière générale, donc c'est l'histogramme du bas, on voit qu'il y en a presque la moitié qui ne seraient pas contre l'exclusion des propriétaires occupants. Donc là, on voit déjà qu'effectivement, il y a un petit conflit ou des divergences, en tout cas des intérêts de la part des propriétaires occupants. Et d'une manière plutôt rationnelle, heureusement, d'une manière générale, les propriétaires bailleurs ne veulent pas, eux, être exclus de ce vote. On leur a aussi ensuite proposé s'ils pouvaient changer les règles justement de ce vote, quel pourcentage devrait être requis
selon eux, pour que des travaux de rénovation énergétique de la copropriété soient actés. Donc, on leur a demandé soit d'assouplir le pourcentage, donc en deçà de 50%, ce qui veut dire qu'on rendait encore plus facile la mise en place des travaux, ou au-dessus des 50%, où on corse en fait, on demande un pourcentage plus fort pour que ces projets soient acceptés. Eh bien, en fait, là, on n'a pas de consensus, puisque d'une manière générale, on a la moitié qui souhaiterait adoucir en fait cette contrainte et l'autre moitié qui souhaiterait l'alourdir. Un petit commentaire, Karine, d'Alessal qui nous dit que le nouveau service France Rénov a été lancé officiellement le 1er janvier 2022. Les analyses qui ont été faites par des organismes indépendants ont montré une augmentation significative de la notoriété du service France Rénov et du réseau des conseillers auprès du grand public par rapport à faire. Ce n'est pas encore parfait, évidemment, mais la dynamique est installée. Bon, super. Donc, c'est par rapport à... J'étais mauvaise langue. Merci Ali de ce commentaire-là. Et effectivement, peut-être que la nomination de France Rénov est plus claire aussi au titre de la population. Mais je pense que de toute manière, je n'apprenais rien à la DHUP sur la notoriété du réseau fer, malheureusement. Ensuite, un autre résultat, alors je suis désolée, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'infos, je vais essayer d'être constructive et assez directe. On leur a demandé si jamais dans le passé ils avaient eu l'occasion donc de voter en assemblée générale la mise en place d'un audit énergétique. Très clairement, il y en a plus de la moitié qui n'en ont pas voté récemment, ou un bon quart qui ne savaient pas ou qui ne se souvenaient plus. Et parmi ceux qui ont voté un audit énergétique, soit 14%, la plupart ensuite ont voté, alors j'ai du mal à voir parce que je ne vois pas mes slides, excusez-moi, je ne vois pas le haut des slides. Zut. Qu'est-ce qu'il y a marqué, Marie, en fait, en haut de... C'est quoi le titre? Audit énergétique. Avez-vous voté? Voilà, excusez-moi, ça y est, j'ai bougé la barre. Donc, si jamais ils ont eu l'occasion de voter un audit énergétique, la plupart du temps, presque 75% en fait, ont voté en faveur de cet audit. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est accepté. Et on a posé la même question à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voter cet audit énergétique, si d'une manière générale, ils voteraient plutôt en faveur. Et on voit que, oui, la moitié se dirait oui, très certainement ou probablement oui. Plus de détails par rapport à cet audit, c'est que, alors attendez, j'ai toujours cette barre qui me gêne sur mon écran, j'essaye de la pousser ici, je ne sais pas où la mettre. Donc ça, c'était pour l'audit. Maintenant, on leur a posé la question par rapport donc, à la rénovation énergétique et ça semble logique. Il n'y en a que 12% du coup qui ont eu l'occasion de voter au cours d'une AG la rénovation énergétique de leur copropriété. Et si jamais ils ont eu l'occasion, la plupart du temps, ils ont voté en faveur de cette rénovation. Je rappelle que ça reste du déclaratif. Et le reste, donc, n'a pas encore eu l'occasion de voter cette rénovation énergétique. Et ensuite, sur la slide qui suit, j'ai essayé de mettre en lien en fait l'importance de l'audit énergétique suivi de la rénovation énergétique. Et parmi les copropriétaires qui ont déjà voté un audit en AG, il y en a 48% apparemment qui ont eu à voter un projet de rénovation énergétique. Donc on voit bien que c'est presque un passage important, cette audit énergétique préalable à la rénovation énergétique. Et ça va dans le sens en fait de ce que recommandent d'ailleurs les agences locales de l'énergie et certainement les politiques publiques. Et en revanche, pour les copropriétaires qui n'ont pas voté d'audit énergétique, eh bien, ça paraît plutôt cohérent. Il n'y en a que 6% qui ont eu l'occasion de voter une rénovation énergétique. Donc là, on voit bien l'importance de l'audit énergétique comme un passage, on va dire, obligé, entre guillemets, pour enclencher une rénovation énergétique. Alors maintenant, on va passer aux motivations, en fait, des principales motivations qui amènent les copropriétaires à soutenir des travaux de rénovation énergétique dans leur copropriété. Et donc là, on a des résultats qui sont conformes, on va dire, à ce que vous retrouvez d'une manière générale dans des enquêtes ou même dans la littérature académique.
Et parmi donc, les 15 motivations, celles qui ressortent, les 3 principales, et c'est toujours les plus populaires, c'est donc la réduction du montant de la facture énergétique de mon logement une fois qu'il sera rénové, l'amélioration du confort thermique et la valorisation immobilière de mon logement. Ce qui est intéressant là dans cette slide, c'est de voir la différence entre l'histogramme jaune et l'histogramme bleu. Et on voit très clairement en fait que le classement évolue pour les propriétaires bailleurs. Et en premier lieu, c'est la valeur verte, la valorisation immobilière de mon logement une fois qu'il sera rénové, qui prime en fait pour les propriétaires bailleurs. Et puis bien sûr, donc ça c'est un petit peu des résultats en amont de ce que va vous présenter Marie-Charlotte et qui sont importants en fait à prendre en compte. Puisqu'on a testé, si vous voulez, différentes méthodes, différents outils de financement, on a voulu aussi tester leur aversion au risque et à l'emprunt. Et on leur a demandé en fait dans quelle mesure ils seraient en accord ou en désaccord par rapport à ces assertions relatives, on va dire, à des modalités de financement ou de dette. Et d'une manière générale, en fait, on voit que on a une aversion à l'emprunt qui est plutôt marquée. Puisqu'on a des participants qui, d'une manière générale, n'aiment pas avoir de dette, qui ne supportent pas très bien voilà, devoir rembourser des dettes ou qui n'aiment pas forcément emprunter de l'argent. Et si jamais ils doivent en fait les rembourser, il faut que ce soit le plus rapidement possible. C'est des questions en fait qu'on leur a posées par rapport à des travaux de rénovation énergétique. Ensuite, on leur a posé la question suivante. Si jamais ils devaient financer une rénovation thermique de 12 000 € via un prêt à taux zéro, sur quelle période ils souhaiteraient l'octroyer? Et là, on voit en fait que d'une manière générale, c'est plutôt des courtes périodes qui sont favorisées puisque ça oscille entre 5 et 10 ans pour la majorité des personnes. Donc, on a une préférence pour l'octroi de prêts de plutôt court terme. Alors que nous, on vous verrez dans notre expérimentation, et Marie-Charlotte y reviendra, on a voulu proposer une longue période sur 15 ans, pensant en fait qu'en lissant les mensualités de paiement, ça favoriserait l'accès à l'emprunt, mais d'une manière générale, on voit bien que les préférences sont différentes pour les propriétaires. On voit peu de différence en fonction du profil. Ensuite, on leur a posé la question suivante. Supposez que votre copropriété acte donc des travaux de rénovation qui vous coûteraient donc 12 000 €, sachant que vous pouvez financer l'intégralité de ce montant via un PTZ, donc un prêt bancaire à taux zéro. Quel serait le montant de votre apport en capital? Et donc là, encore une fois, c'est assez étonnant puisqu'on en a presque 28% qui seraient prêts en fait à éviter, enfin, à ne pas bénéficier de ce PTZ. Ou à emprunter moins de la moitié en fait du montant en fait de l'investissement. Donc on a une aversion qui est plutôt marquée pour les prêts. J'en ai fini, je vais donner la parole à Marie-Charlotte. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais reprendre la présentation à partir d'ici. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Ça devrait marcher avec le son de la salle. Pas de complainte, donc je pense que ça marche. Donc je vais procéder avec une petite présentation des résultats issus de l'expérimentation, donc une partie de notre questionnaire, comme Karine vous l'a expliqué tout au début, où on a testé certains types de préférences en utilisant des choix hypothétiques. Et je vais vous expliquer dans un instant à quoi ces choix hypothétiques ressemble, mais d'abord, je vous parle très rapidement de la motivation pour cette expérimentation. Je vais essayer d'avancer la slide. Attends. Ah, c'est bon, ça marche. Voilà, ça marche. Donc, quels étaient les objectifs de l'expérimentation? Du coup, l'objectif principal était d'analyser empiriquement les préférences des copropriétaires pour les mesures de rénovation thermique par le biais d'expériences de choix hypothétiques. En particulier, on voulait tester les préférences des copropriétaires à 3 modes de financement différents. D'un côté, le prêt bancaire à taux zéro sur 15 ans, donc une durée plutôt longue.
De l'autre côté, l'augmentation des charges de copropriété également pendant 15 ans. Donc, on peut penser de cette augmentation dans le cadre d'un prêt collectif. Ou encore un financement par apport en capital personnel. 3 modes de financement différents. À part de ces 3 modes de financement, on voulait aussi savoir si les copropriétaires dans notre échantillon ont une préférence pour la transférabilité du prêt ou des charges supplémentaires en cas de vente de l'appartement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, si le propriétaire décide de vendre son appartement, c'est pas lui qui va continuer à rembourser le prêt ou à payer ce supplément des charges, mais c'est le futur acquéreur. Et est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que les copropriétaires aiment avoir dans les possibilités de financement? Donc ça, c'est pour les deux choses pour le financement qu'on a regardé. Ensuite, on voulait aussi estimer un peu mieux à quel point les copropriétaires valorisent les économies d'énergie, à quel point elles sont prêtes à payer pour les économies d'énergie, et non seulement leurs propres économies d'énergie, mais aussi à quel point ils réagissent aux économies d'énergie de leurs voisins, donc les autres copropriétaires dans le même bâtiment. Autrement dit, est-ce que les copropriétaires réagissent de façon positive ou de façon négative à l'information que leurs voisins, les autres copropriétaires dans le même bâtiment, économisent potentiellement plus ou moins qu'eux-mêmes? Donc, est-ce qu'il y a peut-être des sentiments d'injustice qui peuvent bloquer la rénovation en copropriété? Donc ça, c'était les principaux éléments qu'on voulait analyser à travers de notre expérience. Alors, une expérience de choix hypothétique, comment est-ce que ça fonctionne? Avant que je vous montre, une petite précision encore au niveau du financement, pourquoi est-ce que ça nous intéresse. En gros, cette expérience nous permet de tester de nouveaux services financiers qui ne sont pas encore du tout ou beaucoup présents sur le marché français. D'un côté, le financement via les charges de copropriété, donc, où au lieu de contracter un crédit individuel, le propriétaire paye sa part des coûts par le biais d'une augmentation des frais de copropriété. Et de l'autre côté, le financement rattaché à la pierre. Donc encore, en cas de vente de l'appartement, c'est au futur acquéreur de continuer à payer les échéances du prêt qui restent. Alors maintenant, je vous explique comment ça fonctionne, une expérience de choix hypothétique. Donc la première étape, c'est la mise en situation. Ça veut dire qu'on explique à nos participants qu'ils sont dans une situation, on les met dans une situation hypothétique, on leur demande d'imaginer qu'ils vont pouvoir voter des travaux de rénovation énergétique prochainement. Plus précisément, on leur explique qu'on va leur présenter différentes options de rénovation énergétique qui pourraient être mises en œuvre dans leur copropriété. Et on voudrait savoir si ces options étaient disponibles, laquelle des options serait leur option préférée. Et ça, on leur présente différentes options de façon répétitive. Et chaque fois, on leur demande quelles options est-ce que vous préférez. Après, on leur explique aussi que ces options diffèrent uniquement selon certaines caractéristiques, notamment le financement, les économies d'énergie, le coût d'investissement, les économies d'énergie relatives, ce que je vous ai montré précédemment. On explique ces caractéristiques de façon assez détaillée, mais je ne mets pas toutes les informations ici. Et ensuite, on leur présente effectivement ces choix entre différentes options. Ici, je vous montre un premier exemple à quoi ces choix hypothétiques peuvent ressembler. Donc ça, c'est typiquement une des situations de choix hypothétiques présentées à nos participants. Et vous voyez ici, le participant, le copropriétaire, a le choix entre 3 options de rénovation qui ont des coûts d'investissement, le reste à charge ici, différents, qui mènent aussi à des réductions de la facture de chauffage différentes, plus ou moins importantes, et où on leur donne l'information supplémentaire
que comparé à la plupart des autres foyers dans le même bâtiment, les économies d'énergie du copropriétaire qui répond à cette question seront similaires, inférieures ou supérieures. Il y a bien évidemment aussi des informations sur le financement. Ah, tiens, je pas. Attends. J'ai un peu du mal à avancer c'est les bon. slides. Voilà. Merci Karine. Excuse-moi. Du coup, vous voyez, le mode de financement est présent en haut dans le titre, si vous voulez, des options. Il y a toujours une option qui est financée par un prêt immobilier classique, une option financée via les charges de copropriété et une troisième option financée par capital. En cas de financement par prêt immobilier ou via les charges de copropriété, on indique en plus si en cas de vente, c'est au copropriétaire ou au futur acquéreur de continuer à payer les coûts. Donc ça, c'est la transférabilité du prêt. Une fois que le copropriétaire a répondu laquelle des trois options il préfère, on lui demande en plus si cette option était proposée au vote à l'Assemblée générale, est-ce qu'il voterait en faveur ou pas de cette rénovation énergétique. Juste une remarque, vous voyez toutes ces étapes, en fait, c'est un moyen pour nous d'essayer de mettre le plus possible en situation le participant dans des conditions de vote en AG de travaux de rénovation, et il doit choisir donc parmi ces options A, B ou C, et on leur demande d'une manière successive la probabilité pour qu'ils votent pour ce paquet de propositions A, B ou C. Voilà, vous voyez aussi bien en haut de cette petite expérience de texte, veuillez prendre s'il vous plaît en considération la manière dont cet investissement affectera votre budget. Donc ça, c'est une façon pour rappeler aux copropriétaires de ne pas toujours choisir l'option qui donne le plus d'économie d'énergie, par exemple, mais aussi de considérer vraiment les coûts et le mode de financement dans cette expérience. Alors ça, c'était juste un exemple pour une situation de choix. Ensuite, on répète ça pour chaque copropriétaire en gardant les mêmes trois options, donc par prêt immobilier via les charges de copropriété et via financement par capital, donc les mêmes options de financement, mais en changeant les autres caractéristiques. Donc ici, si vous comparez cette situation de choix à la précédente, vous voyez bien que les restes à charge, donc le coût d'investissement, les économies d'énergie, etc., ont changé. Donc encore, ça, chaque copropriétaire répond 8 fois à des scénarios comme ça, donc chaque fois quelle option on préfère. Et à travers des choix qu'on observe, on peut inférer les préférences pour les différentes caractéristiques. Donc notamment à quel point les copropriétaires sont prêts à payer plus, donc à accepter, à choisir des options qui sont plus chères pour avoir des économies d'énergie plus fortes, pour avoir un certain mode de financement, pour avoir des économies d'énergie plus fortes par rapport à leurs voisins ou pour avoir la transférabilité du prêt ou des paiements via les charges de copropriété dans ces deux premiers cas. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en termes de résultats? Premier résultat, et ça c'est comme on le souhaite, si vous voulez, les copropriétaires sont prêts à payer pour de plus fortes économies d'énergie. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est quand même un bel résultat qui nous montre aussi que nos participants ne sont pas complètement indifférents aux économies d'énergie. Plus précisément, bien entendu, on observe que plus l'investissement est élevé, moins les copropriétaires sont prêts à engager la rénovation, mais en même temps, plus les économies d'énergie sont fortes, plus ils sont en fait prêts à investir. C'est assez logique. Après, on peut aussi chiffrer cette volonté à payer pour plus d'économies d'énergie, donc encore en comparant les choix à travers ces différents scénarios. Et ce que ça nous donne, c'est que dans notre expérimentation hypothétique, une augmentation d'un point de pourcentage des économies d'énergie accroît la volonté de payer 950 € en moyenne pour tous les participants à notre enquête. Donc, pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si un participant a une facture énergétique de 1 000 €, une réduction de 10 €, donc d'un
par an en termes de la facture de chauffage serait valorisé à hauteur de 150 €. Alors, ces chiffres sont à prendre avec un peu de précaution, puisque forcément, c'était des choix hypothétiques. En réalité, probablement, les gens sont prêts à payer un peu moins que dans cette situation hypothétique, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur pour la volonté à payer pour les économies d'énergie. Et ça montre aussi que dans notre expérience, les participants sont plutôt rationnels. Ce n'est pas des montants ici complètement fous non plus. Alors, deuxième résultat assez important, c'est qu'on ne trouve pas d'évident du split incentives, donc du problème que les bailleurs seraient moins prêts à investir comparé aux occupants. Donc, ce que la littérature nous indiquerait aussi, qu'on pensait de retrouver en regardant un peu les résultats déclaratifs dans notre enquête, notamment le fait que les propriétaires occupants nous ont indiqué, comme Karine nous a montré avant, qu'ils voudraient en moyenne bien exclure les bailleurs lors du vote de la rénovation en Assemblée générale. Donc en fait, les occupants, ils pensent que les bailleurs ont des préférences différentes sur la rénovation énergétique. Mais ici, nous, on ne trouve pas d'évidence de différence. Donc on ne trouve pas, à travers notre expérience, que les bailleurs seraient prêts à moins investir, ou à plus investir d'ailleurs, que les occupants dans un projet de rénovation. Donc c'est vraiment un non-résultat qui ne valide pas ce qu'indique notre revue de littérature, puisqu'on pourrait penser encore que les bailleurs seraient prêts à payer moins pour la rénovation énergétique, puisque ce n'est pas eux qui bénéficient dans un premier plan des économies d'énergie, c'est plutôt leurs locataires. Alors, comment expliquer ce non-résultat qui n'a pas de différence entre bailleurs et propriétaires occupants dans notre expérience de choix? Il y a plusieurs explications potentielles. Tout d'abord, on observe que les bailleurs dans notre échantillon sont assez différents des occupants, notamment, et sont bien plus riches, donc le revenu moyen est significativement plus élevé pour les bailleurs que pour les occupants, ce qui pourrait naturellement expliquer qu'ils sont prêts à payer plus dans notre expérience de choix, même s'ils ne profitent pas autant des économies d'énergie comparées aux occupants. Une autre explication potentielle pourrait se retrouver dans la loi climat-résilience, qui pourrait avoir un impact plus fort sur les propriétaires bailleurs, notamment le fait qu'à partir dès 2025, il y aura une interdiction de louer des passoires énergétiques. Donc, si les propriétaires bailleurs sont plus conscients de ça, peut-être ça les pousse à être plus prêts à investir dans le choix hypothétique dans notre expérience. Là, si je peux me permettre de faire juste une remarque par rapport à ça, en fait, donc moi par rapport à mes collègues qui sont des spécialistes en économétrie, et moi je suis plutôt spécialiste en politique publique, j'ai forcément voulu essayer de trouver des explications. Et c'est là où mon collègue Joachim Schleich me dirait toujours, attention, tu fais des remarques qui sont spéculatives. Et malheureusement, je regrette quand même que dans l'expérience, dans l'enquête, on n'ait pas mis justement de questions relatives à cette loi climat et résilience qui était en cours de construction ou qui venait juste d'être votée, et notamment sur la connaissance auprès des propriétaires bailleurs sur cette future interdiction qui sera mise en place sur la location d'ici 2025. Mais il n'empêche que je ne peux pas m'empêcher de faire un lien au vu des motivations que je vous ai montré tout à l'heure et qui indiquait très clairement que la valeur immobilière était beaucoup plus importante pour les propriétaires bailleurs que pour les autres. Donc, on pense quand même qu'il y a une explication derrière, mais on n'a pas de validation scientifique et économétrique associée. Merci pour cette précision. Avec ça, je pense que tu as aussi répondu à la question d'aller dans le chat. J'ai pas plus d'informations sur les connaissances par rapport aux applications réglementaires. Voilà, je suis désolée, ils m'ont squeezé mes questions. Voilà, il faut qu'on relance une enquête. Voilà, l'année prochaine peut-être. Alors, on ne trouve pas de split incentive, de dividendes pour le problème de split incentives entre bailleurs et occupants. Par contre, on trouve bien
qu'il y a un problème de split incentives sur les économies d'énergie relatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les copropriétaires qui s'attendent à des économies d'énergie plus faibles que les autres propriétaires du même bâtiment sont en fait moins disposés à investir dans les rénovations. Donc, autrement dit, les copropriétaires qui répondent à notre expérimentation, ils réagissent de façon négative au fait qu'on leur dit que leurs économies d'énergie sont moins importantes par rapport aux autres foyers. Donc, ils sont moins prêts à choisir une option où ils sont désavantagés ou ils ont le sentiment d'être désavantagés par rapport aux autres copropriétaires dans le même bâtiment. Et cet effet est assez fort. Donc, encore des chiffres basés sur un choix hypothétique. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, des économies d'énergie plus faibles que les autres propriétaires diminuent dans notre expérience la volonté de payer des répondants de 1 200 € en moyenne, ce qui indique que les split incentives entre copropriétaires pourraient quand même constituer un obstacle majeur aux rénovations thermiques. Conclusion qu'on tire de ces résultats, c'est qu'on devrait tenir compte explicitement de la distribution des bénéfices lors de la répartition des coûts entre les copropriétaires, ou s'il n'y a pas de bénéfices asymétriques, donc si tout le monde bénéficie dans les pareil, on devrait communiquer ça de façon très claire aux copropriétaires, donc pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice d'être désavantagé lors du vote d'un projet de rénovation énergétique. Et juste, si je peux me permettre encore une fois de rajouter une petite remarque, c'est vrai que dans la littérature, en fait, le split incentive, il est surtout mis en évidence entre le type de copropriétaire, occupant ou avec ses locataires, ou occupant et bailleur, excusez-moi. Et là, ce type de split incentive est nouveau jusqu'à preuve du contraire, donc de ce qu'on a lu dans la littérature. On est plutôt les premiers, on va dire, à mettre en évidence ce résultat. Donc forcément, c'est aussi quelque chose qui est très particulier à la rénovation en copropriété. Donc ça, c'est un problème qu'on retrouve dans la rénovation des maisons individuelles. Où on peut tout de même avoir des problèmes, on peut avoir des bailleurs pour les maisons individuelles, c'est le problème de incentives entre bailleurs et occupants. Mais ce problème de split incentive entre copropriétaires, c'est vraiment très particulier à la situation de rénovation en copropriété. Alors, passons au dernier résultat par rapport au financement. Ces nouveaux services de financement qu'on voulait tester, qu'est-ce qu'on trouve? Premier résultat principal, les copropriétaires ont des préférences assez hétérogènes quant au mécanisme de financement de travaux de rénovation. Et notamment, on trouve qu'un tiers des répondants dans notre enquête préfèrent le financement par capital au financement soit par prêt avec remboursement régulier auprès de la banque, prêt classique individuel, ou le financement via une augmentation des charges de copropriété. Cette préférence pour un financement par capital peut être en partie due à une aversion pour le financement, pour l'endettement, qui se traduit par la suite dans une aversion pour le financement par prêt de la part de ce tiers des copropriétaires qui ne veulent vraiment pas financer les travaux via un prêt ou via une augmentation des charges. Quand même, en moyenne, donc si on regarde tous les copropriétaires dans notre échantillon, bailleurs et occupants, on trouve qu'ils préfèrent les prêts qui sont remboursés par les charges de copropriété, donc le financement via les charges, au financement via un prêt bancaire classique. Donc, quelles sont nos conclusions à base de ces résultats? En gros, on pourrait supposer que faciliter l'empreinte collective, qui jusqu'à présent n'a été que très peu mise en place du fait des forts coûts de transaction, pourrait être vraiment un levier pour pousser plus la rénovation en copropriété, et aussi que le remboursement via les charges de copro peut aider à surmonter la réticence des propriétaires à utiliser le financement par emprunt. Dernier résultat encore sur le financement, mais maintenant sur la transférabilité des prêts ou des charges supplémentaires. Donc ici, on a un résultat très très clair. Les copropriétaires préfèrent très nettement les prêts transférables aux prêts non transférables. Donc encore pour vous donner une idée de l'ordre
de grandeur de cet effet. Un prêt transférable accroît la volonté de payer des répondants de 5 000 € en moyenne de notre expérience de choix. Probablement, on surestime encore un peu cet effet ici, vu la nature hypothétique de nos choix, mais vous voyez quand même que c'est un élément important et que les répondants dans notre expérience faisaient beaucoup d'attention à cette caractéristique, à cet attribut de transférabilité de prêt. Conclusion, offrir de nouveaux mécanismes de financement et aussi une flexibilité pour les copropriétaires d'un même bâtiment puissent choisir le mécanisme égalitaire, donc financement attaché à la pierre, donc transférable ou à la personne non transférable, pourrait être un autre levier assez important pour pousser plus la rénovation en copropriété. Du coup, je vous remercie, ça c'était les résultats principaux de l'enquête. Si vous voulez des informations plus précises, notamment ici, on n'a pas mis tous les tableaux statistiques, on peut les présenter si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Et je redonne la parole à Karine. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Donc tu n'as pas pu avoir le plaisir de voir en fait, mais on a reçu de nombreux commentaires. Donc ce que je propose en fait, c'est qu'on rebalaye en fait les commentaires qui sont posés dans le chat, et après pour qu'on rende la discussion un peu plus sympa, vous levez la main et on vous donnera la parole, et pour que ce soit encore plus sympa, on vous demande de mettre la caméra si vous êtes d'accord. Donc merci déjà, j'espère qu'on vous a apporté voilà, un éclairage, et notamment un éclairage, on va dire, plus détaillé que ce qu'on avait pu dire au cours des rencontres de l'énergie en mars dernier. Et d'ailleurs, je vois qu'un certain nombre de personnes qui étaient présentes aux rencontres sont aussi présentes aujourd'hui, donc merci. Alors, pour répondre à une des premières questions qui est assez, on va dire, précise, sur la réceptivité aux prêts viagers hypothécaires, on n'a pas regardé ce type de mécanisme en particulier. Il a fallu vraiment qu'on fasse des choix. Donc, on n'a pas regardé. Après, on pourrait regarder effectivement si pour la population les plus âgée, s'il y a une incidence. Et ça fait référence à une autre question qui m'a été posée par une collègue du BPIE, je crois que c'est Hélène. Et ça, c'est une question plutôt pour Marie-Charlotte qui va vous donner plus de détails. Hélène nous demande si notre analyse elle a pris en compte le profil socio-économique des propriétaires, niveau de revenus, situation de précarité, capacité d'emprunt et tout ça. Et en fait, c'est toute l'analyse par cluster. C'est cette slide-là où on a essayé justement de voir si on pouvait... je te laisse répondre, Marie-Charlotte. Oui, en effet, on a testé si les caractéristiques socio-économiques, comme surtout l'âge, le revenu, etc., ont un impact sur les préférences. Et c'est un peu une surprise. Pour nous, ce n'est pas le cas. Donc, au moins, on ne peut pas le détecter de façon statistique dans nos résultats. On ne trouve pas, par exemple, que les bailleurs sont plus prêts à payer par cash ou des choses comme ça, ou que les personnes avec des revenus plus forts préfèrent plus fortement le financement par capital. Donc, on ne trouve pas ça dans nos données. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout le cas, c'est juste nos données, on n'est pas capable de détecter de tels effets dans nos données. Elles sont peut-être trop faibles pour être détectées. C'est un peu surprenant, mais c'est ça qu'on trouve. Ce qu'on observe très clairement, par contre, c'est que cette aversion pour l'endettement est vraiment déterminant dans le choix du mode de financement. Donc, les personnes, il faut rappeler peut-être des questions sur l'endettement que Karine vous a montré plus tôt. Donc, les personnes qui indiquent qu'ils sont vraiment averses à l'endettement, qu'ils ne veulent pas s'endetter, eux aussi, dans notre expérience, choisissent bien plus fréquemment le financement par capital, ce qui est logique. Mais encore, ce n'est pas lié statistiquement aux caractéristiques socio-économiques de notre échantillon.
Alors ensuite, j'espère que Hélène, ça répond à votre question. J'ai une question d'Emeline du programme Dorémy. J'arrive plus à voir, je crois que c'est Dorémy, c'est ça? Ouais. Vous nous demandiez en fait si la taille des copropriétaires, des copropriétés était représentative de l'échantillon. Alors malheureusement, moi, j'avais pas toutes les statistiques et l'INSEE ne donne pas ces statistiques-là. Donc si on avait eu la répartition, on l'aurait adressé à l'Institut de sondage qui aurait fait encore une fois des contrôles. Mais j'ai les statistiques descriptives et je peux vous dire en fait en moyenne la répartition des copropriétaires en fonction de la taille de leur copropriété et vous pourrez juger de la représentativité ou non par rapport à la population française. Ensuite, Jérôme donc de l'AGEDEN nous demande si la volonté de rembourser des charges supérieures peut être liée au fait que la charge est liée à la pierre. A priori, je dirais non, puisqu'on a vraiment essayé de distinguer les deux caractéristiques. Dans notre expérience, c'est possible qu'on n'a pas de transférabilité, mais un remboursement via une augmentation des charges de copropriété. Donc, c'est peut-être difficile à imaginer, mais ça, c'est la beauté un peu des choix hypothétiques qu'on peut proposer des options qui ne seraient peut-être pas présentes dans le monde réel, disons. Donc ici, techniquement, on a vraiment essayé de distinguer les deux éléments. Après, il se peut toujours que les participants n'ont peut-être pas très bien compris et ont tout de même associé une transférabilité de paiement quand ils ont vu l'option financement via des charges de propriété. On ne peut pas complètement l'exclure, mais je ne pense pas que ce soit le facteur déterminant dans nos résultats. Alors ensuite, on a Ale, donc Ale du ministère toujours, qui nous demande, parmi ceux qui sont prêts à payer cash, quelle est la répartition entre les occupants et les bailleurs? On a les statistiques, mais... Voilà, mais statistiquement, il n'y a pas de différence entre bailleurs et occupants quant aux préférences pour le cash. Donc encore, c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est sous contrôle. Je balaye les questions et après je vous donne la parole. Alors Serge, je pense que j'ai reposé votre question sur le viager. Alors, Hélène qui revient sur ta réponse par rapport aux caractéristiques sociodémographiques et notamment sur les revenus, qui nous dit que ce n'était pas assez marqué pour impacter les préférences en termes de mécanismes de financement. On a quand même, d'une manière générale, les propriétaires, je me souviens, j'ai la statistique en tête, les propriétaires bailleurs ont un revenu qui est 68% supérieur en moyenne que les propriétaires occupants. Donc, je pense que c'est significatif. Je ne sais pas si ça répond à cette remarque-là, mais... Oui, on a quand même une différence de revenus, je dirais, assez importante dans nos échantillons. Notamment, on a des occupants, des propriétaires occupants assez pauvres dans notre échantillon, que les riches dans notre échantillon. Moi, je pense plutôt que c'est peut-être parce que c'est un choix hypothétique que les revenus, on a dit à nos participants de prendre en compte leur budget, mais ça reste une situation hypothétique, donc peut-être les personnes avec des revenus moins importants n'ont pas à 100% pris en compte leur capacité de financement. Et pareil, ça aussi, je pourrais vous envoyer toutes les statistiques, on les a. Alors, Serge, de nouveau, j'imagine. Alors, ne peut-on pas déduire de l'aversion à l'endettement et de la préférence pour la transférabilité que le prêt viager hypothécaire pourrait finalement être retenu comme une solution acceptable pour le reste à charge? Serge, je vous propose de prendre la parole. C'est peut-être plus simple. Si jamais vous pouvez si vous y arrivez. En tout cas, pour l'instant, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, super. Et bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, non, mais tout simplement de déduire de ce double constat à la fois de la préférence pour la transférabilité du financement, mais aussi de l'aversion à l'endettement et aux prêts classiques. Est-ce que cette solution un peu originale du prêt viager, éventuellement d'ailleurs un prêt à taux zéro, viager hypothécaire qui permet de ne pas supporter l'amortissement de l'emprunt
et de l'impacter uniquement en cas de vente ou de succession, est-ce que finalement, ce n'est pas une solution qui pourrait être acceptable, notamment pour les faibles revenus et pour les copropriétaires qui se trouvent un petit peu dans des situations de précarité énergétique? Je dirais potentiellement, oui, ça semble logique. Après, on peut pas vraiment le confirmer puisqu'on n'a pas testé les prêts viagers hypothécaires dans notre expérience. Mais c'est vrai que ça n'a pas apporté des données là-dessus. La seule chose que je peux vous répondre, c'est que oui, ça semble une conséquence logique. En tout cas, le concept juridique et financier existe et il y a un certain nombre de banques qui d'ores et déjà construisent ces propositions, ces offres. Maintenant, il est clair qu'il faut sans doute aussi travailler auprès de ces banques pour les ajuster parce que, évidemment, ce sont des prêts qui demanderont à être garantis, cautionnés, et si un emprunteur a déjà cautionné par ailleurs, il sera coincé. Néanmoins, il y a des solutions auxquelles on peut réfléchir, qui seraient par exemple d'obtenir de la copropriété elle-même qu'elle cautionne le remboursement de l'emprunt, ce qui évite à la copropriété aussi de s'endetter elle-même dans l'hypothèse où elle financerait le reste à charge, comme vous avez pu l'évoquer, comme étant une solution également alternative. Donc il y a peut-être aussi un travail à mener avec les banques, ou en tout cas les banques qui sont spécialisées dans ce type d'offres, pour assouplir un peu les conditions d'obtention et d'octroi plutôt de ces financements pour le reste à charge dans ces projets spécifiques de rénovation thermique des copropriétés privées. Ok, super. Merci beaucoup, Serge. On note. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir à ce que vient de dire Serge avant de donner la parole à Raphaël, promis? Non? Est-ce que j'ai balayé toutes les questions dans le chat? C'est bon? Raphaël. À tout hasard, on n'a pas de banquier autour. Je ne sais pas si Magali, elle est connectée ou pas. Magali, tu es là? Si, je suis connectée. Non, j'attendais. En fait, je te tendais la perche, mais... Oui, non, parce que voilà, après, il n'y a pas forcément je peux pas prendre, parce que je ne vais pas prendre position effectivement au titre des banques en général. Enfin, voilà, j'ai pas de mandat particulier là-dessus. Après, c'est vrai que nous, pour le moment, on a plutôt des doutes sur ce dispositif, en se disant après, est-ce que c'est vraiment un bon conseil à donner à des clients après d'avoir du coup, et notamment en cas de succession, hein, d'avoir après cette dette. Donc c'est vrai que ce type de dette, donc c'est vrai que nous, c'est pas un modèle a priori qu'on imagine développer. Après, voilà, il y a une réflexion qui est en cours, voilà, c'est allé à cet état aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment voilà, vis-à-vis même des gens qui en bénéficieraient, est-ce que c'est vraiment un bon conseil à leur donner d'avoir après ce type de dette, de prêt qui leur serait proposé? Il faut quand même qu'on se pose la question de la précarité. On parlait de précarité énergétique. Pour travailler la question, vous le savez, Karine, depuis maintenant près de 8 mois où j'écume les copropriétés pour également avoir des retours d'informations. Je ne connais pas de copropriété, y compris celles présumées ou prétendues bourgeoises, comme on peut parfois s'accorder à le dire très aimablement, mais je ne connais pas de copropriété où il n'y a pas de copropriétaires qui sont dans des situations de précarité, y compris fût-ce les plus bourgeoises du marché. Donc, il faut qu'on s'intéresse, et on ne peut pas laisser ces copropriétaires, d'ailleurs dont j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux, sur le bord du chemin du projet de rénovation énergétique du bâtiment. Donc, il faut qu'on soit inventif aussi sur le financement de ces restes à charge qui peuvent être très élevés, parce qu'un projet de rénovation énergétique, c'est quelque chose de sérieux, et ce n'est pas juste en isolant une façade et en oubliant la toiture quand on sait que les ponts thermiques se font entre l'un et l'autre. Donc, rien que cet élément-là montre que le coût d'un projet sérieux de rénovation énergétique est élevé. Et donc, forcément,
malgré toutes les aides qu'on peut mobiliser, le reste à charge peut être aussi assez important. Donc, il faut absolument qu'on soit inventif, ne serait-ce que pour les foyers qui ne pourront pas supporter ce reste à charge. Et il me semble, après avoir écumé là aussi toutes les solutions possibles et imaginables, que cette solution du prêt viager hypothécaire mérite d'être creusée. Je ne dis pas que c'est une solution idéale, mais elle mérite d'être creusée parce qu'elle permettrait de soulager ces foyers qui sont souvent eux-mêmes, je dirais, des obstacles comment dire, à l'accord, enfin, à l'approbation par l'Assemblée générale du projet. Donc, voilà, je pense que c'est une réflexion qui mérite d'être engagée, et particulièrement avec le monde bancaire. Merci. Alors Serge, je vois qu'il y a plein de réactions, mais ça nécessite en fait de faire une étude ciblée et discutons-en. Raphaël, bonjour. Bonjour, Raphaël Claustre, Île-de-France Énergie, qui est une société de tiers-financement et donc un banquier, mais un prêteur. Donc, on peut aussi avoir pas mal de commentaires sur cet aspect. J'ai quelques remarques très courtes et puis un tout petit peu plus de détails sur les aspects prêts et puis en réaction aussi à la discussion qui a été engagée. Très rapidement, sur la rénovation énergétique, peut-être qu'il peut manquer une définition, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus un hiatus pour savoir si une rénovation énergétique, c'est changer une chaudière, changer une fenêtre, ou si c'est transformer un vieux bâtiment en un bâtiment performant, et ça change tout au niveau des coûts. Ça confirme, et ça serait intéressant, des choses qu'on pressentait, nous, de manière sur le terrain, c'est-à-dire que les bailleurs sont pas forcément plus opposés aux rénovations énergétiques que les propriétaires occupants, pour peu qu'on les prenne dans le sens du poil et qu'on ne se concentre pas uniquement sur les économies d'énergie. On parle beaucoup de l'audit, mais nous, on se rend quand même compte que l'étape centrale, c'est la maîtrise d'œuvre de conception, pas l'audit. On les zappe souvent, alors peut-être que je parle de choses un peu trop techniques pour une enquête. Je suis tout à fait d'accord avec les quelques remarques sur la motivation qui peut manquer, c'est celle des obligations. Obligations liées à la loi climat et résilience récente, mais obligations plus anciennes, liées au fait qu'on est obligé d'isoler lorsqu'on rénove sa toiture ou sa façade. Ouais, c'est pas le plus séduisant de faire un projet parce qu'on y est obligé, mais dans la liste assez large que vous avez retenue des motivations potentielles, ça pourrait y figurer. Et puis pour aller sur les questions de prêt, l'aversion à l'emprunt, elle est évidente. Personne n'a envie d'être endetté. On a tous envie d'être libre. La question pourrait être posée différemment. Préférez-vous payer 25 ou 30 000 euros en cash ou faire un prêt? Et dans ce cas-là, je pense que l'aversion à l'emprunt peut changer un petit peu parce que malheureusement, entre une solution impossible pour la grande majorité des gens et une solution pas géniale parce que c'est une dette, mais qui résout la situation, ça pourrait changer les choses. Attends, je réponds juste à cette remarque-là. En fait, c'était l'objet de notre expérience, en fait. On a eu deux étapes, si tu veux. Tu avais une partie déclarative avant, c'était après d'ailleurs qu'ils aient fait l'expérimentation, où on leur demandait, toutes choses égales par ailleurs, si tu veux, leur préférence par rapport à différentes situations d'emprunt. Mais après, très clairement, les résultats que Marie-Charlotte a présentés dans le tableau de choix, c'était exactement pour répondre à la question que tu viens de poser, c'est si tu as 25 000 euros de travaux à engager, est-ce que tu préfères payer cash? Est-ce que tu préfères un investissement? Est-ce que cet investissement, tu préfères le payer auprès de ta banque ou auprès de faire un emprunt collectif, si tu veux? Parce que nous, à la grosse touche, ayant fait d'abord du prêt de marché, donc à taux environ 2%, ensuite de l'éco-prêt à taux zéro, on constate vraiment en arrondissant que à peu près un tiers des sommes sont empruntées quand on était en prêt de marché. Donc même avec un taux non nul, les gens empruntaient, c'est ceux qui en avaient besoin. Donc c'est seulement un tiers, donc on est d'accord, ça collait. Ensuite, en éco-prêt à taux zéro, on a l'impression les stats sont encore très limités, mais on a l'impression qu'on va à peu près doubler. Les gens vont emprunter à peu près les 2 tiers, ce qui est rationnel, parce qu'à taux zéro, même si on a des fonds propres, on a plutôt intérêt à emprunter, mais il resterait un tiers des gens qui n'emprunteraient pas, alors qu'ils auraient tout intérêt à le faire. C'est des stats vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on a encore peu d'opérations en éco-prêt. C'est conforme à ce qu'on présente, en fait. Et en pré-avance mutation, c'est une très bonne idée, le pré-avance mutation, mais en copropriété, c'est compliqué. C'est à l'échelle individuelle. C'est une très bonne solution pour les ménages qui ont un accès limité à l'endettement. Donc, pour les ménages à revenus modestes ou très modestes, ça a quand même le défaut de coûter cher, soit à l'État si on est en prêt bonifié
soit à l'emprunteur si on est en prêt non bonifié, parce que c'est une exponentielle, hein, le montant des intérêts, une exponentielle sur 30 ans, ça peut faire mal. Donc c'est une très bonne solution, mais il faut, à mon avis, la limiter au cas où les prêts amortissables ne sont pas mobilisables. C'est le cas aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si les prêts Banque Postale et Crédit Mutuel commencent à être distribués, mais l'expérimentation qu'ils ont lancée l'année dernière suite à la loi Climat et Résilience est, à mon avis, très bonne, mais en individuel, soit en maison, soit pour des copropriétaires qui individuellement auront des difficultés à accéder aux prêts collectifs. Et je continue mes remarques plutôt sur le prêt. Il y a un cas qui a peut-être pas été, à mon avis, suffisamment testé ou trop négativement. La situation actuelle, elle n'est pas si loin d'un prêt attaché à la pierre, puisque un copropriétaire peut emprunter et au moment, il ne garde pas son prêt après la mutation. Le prêt, il est soit soldé, et donc ça ressemble à un prêt avance mutation puisque l'argent va être récupéré sur la vente, ou alors il est transmis à l'emprunteur. Et dans ce cas-là, ça ressemble à un prêt attaché à un prêt à la pierre. Attaché à la pierre. Donc, cette situation-là, elle a peut-être pu être plus testée parce que la situation qui ressort beaucoup, celle de remboursement via les charges, on pourrait aussi la présenter plus négativement en disant est-ce que vous préférez un prêt collectif à adhésion individuelle, ce qui existe aujourd'hui, ou un prêt associé à vos charges auquel vous êtes obligé de souscrire, puisque c'est ça le modèle des prêts associés aux charges. Et nous, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui les rassure énormément, ou deux sur les prêts qu'on propose aujourd'hui, c'est d'une part que chacun fait ce qu'il veut. On emprunte zéro, on emprunte tout ou on emprunte une partie. C'est la liberté individuelle. Et la deuxième chose, même si c'est un peu psychologique, c'est ce que j'ai décrit avant. Quand vous vendrez, vous aurez la possibilité de transférer. C'est une possibilité théorique parce qu'on n'a jamais eu de cas encore. Alors, on n'a pas fait des milliers et des milliers de prêts, mais on n'a jamais eu de cas de transfert de prêt. Tout le monde le solde, mais psychologiquement, l'aversion à l'emprunt que vous avez cité, c'est le sentiment qu'on va être lié à quelque chose. Or, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ben, leur dire vous êtes libre, ça rassure toujours énormément. Et puis, je dirais, enfin, une dernière chose, c'est que nous, on s'aperçoit que sur des projets extrêmement complexes, où on les voit pas mal de fois, on fait des réunions de 3 heures, où on passe leur temps à leur donner des informations, on s'aperçoit que les prêts, ils n'ont rien compris. Jusqu'au moment des votes de travaux. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux et on fait une réunion et on leur a tellement mis d'infos dans la tête que c'est là qu'ils découvrent réellement comment fonctionne dans le détail. Donc très souvent, ils ont avancé un petit peu en avant parce qu'on leur a dit, vous inquiétez pas, ça marchera. Mais bien souvent, au fond, c'est à la fin qu'ils découvrent tout. Des fois, ils en sont ravis, des fois pas. Mais c'est plutôt à la fin qu'ils comprennent tout ça. Voilà, c'était mes remarques un peu générales. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet éclairage. Alors, Marie-Charlotte, tu me corriges si j'ai faux, mais en fait, tout ce que tu nous dis, Raphaël, est plutôt conforme, en fait, aux résultats et aux recommandations, peut-être qu'on n'a pas assez souligné, en fait, c'est vrai, à la fin, sur justement cette flexibilité. Laisser le choix, en fait, et c'est ce qui montre, en fait, notre cluster analyse, l'analyse par petits paquets sociodémographiques, montre qu'en fonction de ton parcours de vie, de tes préférences, etc., il faut laisser la possibilité, même si on doit prendre une décision commune, d'avoir accès à différentes modalités de financement. Et après, nous, on a testé par petits bouts tous ces attributs, de rattacher à la pierre ou pas. En fait, le fait de payer l'emprunt via les charges de copropriété, c'était pour reprendre un peu l'idée de cet emprunt collectif. Voilà. Et je ne sais pas si toi, Marie-Charlotte, tu voulais rajouter quelque chose ou pas. Non, c'est exactement ça. D'abord, on observe une hétérogénéité dans les préférences pour le financement. Donc, avoir des solutions qui sont différentes pour les différents propriétaires, ça semble important, peut-être le souligner comme Karine dit plus. Et après, oui, pour les différents modes de financement, on a dû faire des choix. On n'a pas pu tester tout ce qui peut exister. Et aussi, il faut dire, c'est une expérience en ligne. Donc, il faut qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on teste assez rapidement aux participants. Et certains des montages financiers sont assez complexes. De faire comprendre dans une étude en ligne, c'est pas évident. Et juste une dernière remarque, on a dû figer deux choses. Et après, je peux aller à rebaisser sa main, mais allez, tu auras le temps de parler, t'inquiète pas. On a figé deux choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la durée en fait sur laquelle on va proposer le financement soit individuel, soit collectif. On l'a pris par défaut à 15 parce que si on en plus, dans l'expérience de choix, on faisait varier en plus la durée d'emprunt, c'était encore plus puzzling pour les participants. Ça, c'était une des premières choses qu'on a figées. Et
on a figé aussi un prêt à taux zéro, c'est-à-dire que ce soit pour l'emprunt collectif ou individuel, il n'y avait pas de taux d'intérêt, c'était à 0% par défaut. Donc, vous voyez, déjà que c'est beaucoup d'informations à traiter pour un seul cerveau, sachant que c'est du déclaratif derrière leur écran, etc., on a été obligé quand même de contrôler. Raphaël, tu veux dire? Oui, j'ai oublié en politique publique, il me semble que le système de prêt aujourd'hui ne fonctionne pas si mal, même si la demande est insuffisante, mais qu'il est en danger sur un point technique un peu précis, alors plutôt du côté administratif. Les coprêts à taux zéro aujourd'hui, son taux, le taux que la banque va toucher pour les intérêts non perçus, est fixé au moment où elle envoie le prêt. Or, aujourd'hui, il y a en moyenne 1 an entre le moment où elle envoie le prêt et le moment où elle va verser les sommes. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, ce décalage d'1 an, tout le monde s'en fichait, sauf qu'aujourd'hui, en 1 an, les taux étant passés d'environ 1,5% à 2%, nous et les autres prêteurs ne savons plus comment faire parce qu'on doit tirer de l'argent à des sommes sur lesquelles on a des marges négatives. Donc et c'est propre à la copropriété en maison individuelle, ce qui arrête ce taux, la rémunération, c'est la date d'octroi du prêt. Donc peut-être que ça pourrait être modifié. Désolé, j'entends un point de détail. Super, non, mais merci. Ale, t'as rebaissé ta main? Ouais, merci Karine. Bonjour à tous. Je suis désolé, je vais pas pouvoir mettre la caméra, mais le cœur y est. Je voulais juste 2-3 éléments. Le premier, donc c'est pour rebondir juste sur ce que vient de dire Raphaël. Je pense que le point est bien noté et je sais pas si il y a eu des saisines qui ont été faites auprès du ministère pour alerter sur ce point-là, mais en tout cas, n'hésite pas à le faire. Ensuite, sur la question du prêt viager hypothécaire, juste clarifier par rapport à ce qui a pu être dit. Le prêt avance rénovation, donc, qui a été introduit par la loi Climat et Résilience, pour le coup, répond vraiment à la logique de permettre à des ménages à des revenus modestes et très modestes qui, du coup, ne bénéficient pas forcément ou facilement de prêts classiques, d'avoir une solution de financement de leur reste à charge avec un prêt qui peut effectivement être soldé au moment de la mutation du bien, donc à la vente ou à la succession. Et on est vraiment dans cette logique d'apporter une solution à des ménages qui n'en auraient pas, en fait, dans les dispositifs de droit commun, y compris sur le marché libre des offres bancaires. Donc, il y a un certain nombre de réseaux bancaires qui ont commencé à s'engager depuis le début de l'année 2022 sur la distribution de ce prêt, donc avec des offres commerciales qui sont en train de se structurer. Pour être très transparent, aujourd'hui, on est quand même sur une distribution qui reste assez confidentielle. Donc, il y a un vrai enjeu de mobilisation des acteurs bancaires au-delà des têtes de réseau national, mais au plan local, des agences pour vraiment distribuer ces prêts-là. Pour le coup, il y a un besoin. Il y a un besoin qui est en plus d'autant plus manifeste que ce qu'on constate du point de vue des dispositifs incitatifs, typiquement de MaPrimeRénov'. En fait, ce sont des dispositifs qui sont quand même majoritairement mobilisés par des publics aux revenus modestes et très modestes. Donc ça veut dire que derrière, il y a aussi un enjeu pour eux de financer le reste à charge, puisqu'on n'est évidemment pas sur des subventions qui vont financer la totalité du coût des travaux. Donc cette problématique-là, même sur quelques milliers d'euros, peut être un frein à l'investissement dans la réalisation de travaux et pas que sur de la maison individuelle. Donc, je ferme la parenthèse sur le prêt avance rénovation et mon petit clin d'œil en direction des réseaux bancaires. Et enfin, mon dernier point, c'est plus sur l'étude en tant que telle, qui est extrêmement intéressante. Et merci beaucoup à la fois de l'avoir réalisée et de nous en partager les points de sortie. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais je me dis que ça pourrait être intéressant, peut-être dans 1 an, de refaire l'étude, peut-être pas en totalité, mais pour mesurer la progression sur certains points un peu déterminants, notamment vis-à-vis du fait que entre le moment où vous l'avez finalisé et aujourd'hui, il y a un certain nombre de paramètres de la politique publique qui ont évolué. Il y a ce qu'on vient d'évoquer avec le prêt avance rénovation. Il y a également les obligations introduites par la loi Climat et Résilience sur les interdictions de mise en location des passoires thermiques liées au renforcement des critères de décence
des logements. Il y a l'audit réglementaire qui va entrer en vigueur dans les prochains mois. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui arrivent. Il y a également le service public de la rénovation de l'habitat France Rénov qui commence à s'installer. Donc voilà, tout ça, ce sont des nouveautés finalement dans le système et qui peuvent avoir un effet levier, idéalement positif, puisque c'est le sens des politiques qu'on mène. Donc on espère que ça apportera des effets positifs. Et donc peut-être, et j'espère que du coup ça pourra se retraduire dans les résultats d'une enquête future en V2 qui permettra de mesurer la progression et j'espère dans le bon sens des différents leviers de prise de décision pour engager un projet de rénovation en copropriété. Et le dernier point que j'ai oublié de citer, mais qui est quand même extrêmement important, c'est l'obligation introduite par la loi Climat et Résilience aussi d'élaborer un plan pluriannuel de travaux qui s'adosse au diagnostic de performance énergétique, qui lui-même sera obligatoire dans la même temporalité et sur les mêmes volumes de copro, donc entre 2024 et 2026, et du diagnostic technique global, qui est aussi un outil précieux pour les copros et dont d'ailleurs l'Agence parisienne du climat qui a été, je pense, aussi impliquée dans les discussions avec vous, du coup, est particulièrement en pointe sur un guide sur l'élaboration des DTG, donc qui est vraiment un outil extrêmement intéressant pour les copros. Et je finis sur un dernier point, et promis, après je me tais. Sur la question des pros, on a un vrai sujet. Raphaël l'évoquait tout à l'heure sur la maîtrise d'œuvre de conception, mais aussi sur les entreprises de travaux et leur capacité à pouvoir répondre à une augmentation de la demande de réalisation de travaux, en particulier en copropriété. On a une tension générale sur le marché qu'on observe aussi sur la maison individuelle, mais je pense que sur la copro, c'est encore plus critique vis-à-vis aussi de la complexité des projets. Donc voilà, il y a aussi ce point-là, je pense, qui est important, qui n'est pas forcément en amont côté construction du projet, mais qui peut être déterminant aussi s'il y a des délais trop longs entre le moment où la décision est prise et le moment où les entreprises de travaux débarquent sur la copro pour poser les échafaudages, etc. Merci beaucoup. Allez, je me permets de rebondir à quelques-unes de tes remarques avant de redonner la parole à Serge. Merci. En fait, surtout l'intérêt quand même de ces projets, puisque en fait, on est dans une sphère et c'est d'intérêt général public. Et vraiment, notre vocation, c'est de diffuser le plus largement nos résultats. Et là, je suis bien contente, on a bien ciblé, je crois, les bénéficiaires. Et du coup, j'en profite effectivement pour remercier notamment Benjamin Rougerol de l'Agence parisienne du climat et Franck Fernandez de l'ALEC de Bordeaux, qui ont été vraiment très importants justement sur cette partie, on va dire, constructive pour essayer de comprendre le processus des rénovations, parce qu'en fait, je ne connaissais pas le cas particulier des copropriétés privées. Par rapport à ta proposition de faire une V2, of course, parlons-en. Mais sache qu'en complément, alors c'est pas du tout la même population, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au cours des rencontres de l'énergie, on a présenté les résultats du baromètre du marché de l'énergie qui s'adresse non pas à des copropriétaires ou à des propriétaires, mais à des experts du secteur de l'énergie qui font partie de notre panel qu'on entretient depuis, qu'on bichonne depuis une petite dizaine d'années. Et tu as des enseignements qui sont assez éclairants par rapport aux questions que tu posais sur des réglementations qui ont été proposées très récemment dans le cadre de la loi climat et résilience notamment. Donc, dans un mail, si vous voulez, je vous rappellerai ces résultats-là. Mais je suis d'accord avec toi que cette enquête, en fait, elle s'est fait un point de bascule et notamment sur toutes ces propositions qui ont été révélées l'été dernier sur ces interdictions à venir ou ces réglementations à venir. Et ça nécessiterait voilà, une étude complémentaire. Voilà, il me semble que j'ai répondu à tous tes commentaires. Et juste quand tu as mentionné le baromètre de l'énergie, donc justement le manque de main-d'œuvre qualifiée, ça aussi c'était quelque chose qui ressort très fort de cette enquête. C'est un des principaux freins qui a été mis en place justement. C'est pour ça que je voulais. Ok, je te renvoie les résultats du baromètre. Serge. Oui, merci à nouveau. Pardon
monopolisé, mais comme vous le savez, Karine, je travaille beaucoup sur ces questions pour essayer de trouver un modèle d'intervention un peu idéal. Mais concrètement, dans le concret et dans le pratique. Et justement, dans le concret, il y a un point qu'on n'a pas tellement abordé et que moi, je mesure dans le cadre des rencontres que je fais très régulièrement, c'est la durée entre le moment où on démarre un diagnostic, où on est missionné pour un diagnostic, et le moment de la réalisation effective des travaux, il se passe jusqu'à 6-7 ans. 40% de ce temps est occupé par de l'administratif. Donc, à un moment où on comprend que le coût de l'énergie explose dans la mesure que nous savons, on se doit d'étudier toutes les pistes qui permettent de réduire ce timing. Et la seule piste que je vois, outre d'accélérer les travaux, mais bon, on arrive à un moment donné, on peut pas faire plus, c'est l'économie sur le temps administratif. Alors, je n'ai pas d'idée préconçue sur la question, mais on sait à quoi il est lié ce temps administratif, au fonctionnement actuel des votes en assemblée, au quorum dans ces assemblées. Vous l'avez abordé, ça, d'une certaine manière, hein. Et puis, voilà. Et est-ce qu'on ne doit pas poser une réflexion également pour adresser l'urgence de la question de la rénovation thermique des bâtiments? Je veux dire, la Première ministre l'a très officiellement et très formellement repris dans son discours à l'Assemblée. Donc, ça veut dire qu'on est véritablement dans une urgence qui justifie que on accélère et je dirais de manière importante, de manière significative, de sorte qu'on puisse avoir entre le moment où on valide un diagnostic, on élabore la solution et on la réalise, un maximum de 2 à 3 ans versus les 6 à 7 ans qu'on connaît aujourd'hui. Merci. Alors moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais je ne sais pas si, encore une fois, je ne sais pas si Raphaël est encore là, mais j'imagine qu'il y a de France Énergie ou des personnes qui sont vraiment sur le terrain. Peut-être que vous avez déjà des idées, mais ça n'empêche pas toujours le problème qui a été évoqué à la fois par Raphaël et rappelé par Alé et rappelé par Marie-Charlotte du manque de main-d'œuvre. Donc, mais est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur le terrain pour raccourcir ces délais? Ouais, Raphaël, oui, on passe nos temps, on fait des réunions tout le temps pour essayer de gagner quelques jours et à la fin, on sait pas gagner 2 semaines et ça nous prend un mois de plus. D'abord parce que c'est de l'humain et que c'est de l'humain sur des choses très, très, très engageantes. Ce qu'on essaie de faire gagner, les délais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, pourquoi est-ce qu'on met si longtemps entre le vote de travaux et le démarrage? D'abord, il y a 2 mois où il ne se passe rien, c'est le délai de recours. Ensuite, il faut qu'on aille faire les états des lieux individuels pour voir quels sont les travaux individuels à faire réaliser. Alors, certains bureaux d'études ne font pas ça et le font en phase de conception, avant les travaux. Nous, on a choisi de ne pas faire ça. Ils gagnent du temps. Par contre, si ils le font en phase de conception sur une base déclarative, les gens disent « j'ai ces fenêtres à changer ». Ils gagnent 2 mois par rapport à nous. Par contre, si quelqu'un s'est trompé sur la base déclarative, eh ben, c'est trop tard pour lui, il n'aura pas d'aide et pas de prêt pour les fenêtres qu'il a oublié de déclarer. Donc, notre choix, c'est de perdre 2 mois, mais de ne perdre personne dans l'affaire. Donc, ensuite, il y a 1 à 2 mois d'état des lieux. Une fois qu'on a ces états des lieux, on connaît les vrais codes parts réels. On peut aller demander ma prime rénov', à peu près 1 mois et demi. Après, on commence la souscription au prêt individuel, à peu près 1 mois. Après, on verse les fonds, à peu près 1 mois, et après, les travaux peuvent démarrer. Alors là, évidemment, j'ai enlevé on doit renégocier avec les entreprises et repasser en AG parce que les travaux ont pris 10%. Mais là-dessus, par contre, on a traité le sujet où on fait voter des aléas. On leur fait voter des aléas qui sont basés sur les indices INSEE de 10%. La difficulté, c'est que quand les travaux sont déjà durs à faire voter, si on leur dit en plus, vous avez un aléa de 10%, c'est pas simple. Par contre, moi, toucher aux majorités de vote, je suis pas spécialement favorable. Ça a été le cas pendant assez longtemps. Le Grenelle de l'environnement avait prévu des majorités de vote simplifiées, typiquement article 24 pour les travaux de rénovation énergétique, alors qu'on est en article 25 pour les autres travaux. Nous, déjà à l'époque, on ne les faisait pas voter en article 24, mais on les faisait bien passer en article 25 parce qu'on considérait que les investissements de montants aussi élevés
pouvait pas être passé un peu au forceps, si vous passez l'expression, au chausse-pied, parce que c'était trop, ça nous paraissait trop limite. Et depuis, la loi est revenue en arrière, a repassé les travaux de rénovation énergétique en article 25. Et donc, nous, on n'a jamais considéré que c'était une mauvaise nouvelle parce qu'on les faisait déjà voter comme ça. Donc, il y a peut-être quelques gains potentiels, possibilité d'ajuster les montants MaPrimeRénov'. Ça pourrait être pas mal. MaPrimeRénov' exige qu'on ait le vote en AG. Je le comprends, il ne faut pas que les fonctionnaires travaillent pour rien. Si on déposait trop tôt, ce serait lourd. Mais par contre, si on avait peut-être une marge de X%, si on gagnerait un peu de temps en déposant MaPrimeRénov' un peu plus tôt, avant d'avoir fait les états des lieux individuels. Parce qu'aujourd'hui, si on dépose MaPrimeRénov', on a un montant plafond. On ne peut plus en aucun cas aller au-dessus. Ça, c'est des petits détails pour essayer de gagner quelques semaines ici ou là. Mais on passe notre temps à essayer de les gagner et à la fin, c'est plus long qu'on pensait. Merci de ton témoignage. Et du coup, effectivement, Jérôme, bonjour Jérôme, j'espère que ça va. Bonjour. Super. Correctement. Donc, juste pour vous donner une information, effectivement, on travaille sur un projet européen qui s'appelle Europa, qui vise justement la massification de la rénovation énergétique. Et parmi les axes de travail sur lesquels on essaie d'implémenter le projet, il y a la question du tiers financement, mais il y a aussi la question de la garantie de performance énergétique. Et c'est vrai qu'on sait que sur les 6-7 ans qui sont abordés, là, Zuclostre évoquait effectivement cette phase où on est déjà dans les travaux qui ont déjà été votés, c'est-à-dire qu'il y a une grande victoire qui est déjà à l'actif du projet, mais c'est tout le temps avant et tout le temps effectivement d'arriver à convaincre de voter ces travaux. Et il y a un temps humain qui est très conséquent et d'arriver effectivement à travailler sur la question de garantir ces résultats, parce que c'est un ingénieur thermicien que je suis et qui travaille aussi en bureau d'études. Souvent, les copropriétaires nous disent c'est bien beau tous les chiffres que vous nous avancez, mais concrètement, qu'est-ce qui me garantit que les chiffres que vous m'annoncez en termes d'économie d'énergie vont réellement vont être présents? Et la question d'arriver à trouver une formule pour un contrat de performance énergétique qui soit d'un degré de complexité raisonnable et à la fois qui permette de garantir le résultat est un moyen d'apporter une pierre à l'édifice de la garantie et de rassurer. Parce qu'on traite pas mal de peurs. Et effectivement, la question financière sur comment est-ce que je vais m'endetter et trouver le bon mix financier, c'est une façon de traiter déjà les peurs de comment demain je vais pouvoir gérer la problématique financière. Mais s'assurer qu'à minima aussi la réduction de charges ou à minima la tenue des charges financières, des charges économiques, enfin, je vais arriver des charges énergétiques, est un élément non négligeable dans le cocktail. Donc, on continue à travailler dessus et si on arrive à sortir quelque chose qui tienne la route, on se fera un plaisir de partager avec vous. Merci Jérôme, super. Ouais, je pense que ça serait intéressant. On partagera le réseau pour que tu puisses nous tenir au courant. Et si d'ailleurs tu as le lien du projet Europa, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Ah, Serge, allez, une dernière. Non, pardon, pour revenir sur la garantie de performance énergétique, qui est un point essentiel, à mon avis, dans l'offre qui est faite aux copropriétés, puisque c'est quand même l'engagement du prestataire qui ne doit pas être qu'un engagement de moyens, une obligation de moyens, mais aussi une obligation de résultat à la fin. Juste pour confirmation auprès de Jérôme, la garantie de performance, elle s'applique forcément à l'étiquette DPE. On va faire passer un bâtiment, alors on va faire passer une copropriété dans son ensemble d'une étiquette DPE F, G ou H à, admettons, D. Mais il me semble, et c'est là où je vous pose la question, l'engagement porte également sur chaque logement individuel, qui d'ailleurs peut être classé différemment de l'ensemble de la copropriété et qui va être, comment dire, amélioré à un niveau d'étiquette meilleur. Mais ce qui veut dire que l'engagement de garantie de performance, il est double, et je dirais il est doublement lourd pour le prestataire. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on est bien dans... Alors, on n'est pas parti sur ce schéma-là, en fait. À la copro dans son ensemble, mais aussi pour chaque logement. Non, on est plutôt parti sur... et c'est-à-dire un souci, c'est un peu le tri, c'est que plutôt sur des copros qui ont un système de chauffage collectif, donc, ce qui est aujourd'hui le plus simple. Mais par contre, de plutôt travailler sur en fait, des indicateurs qu'on va retrouver
c'est pour ça qu'on ne part pas sur l'IPMVP, mais sur des choses un petit peu plus simples en termes de mesure de la performance. Et on va plutôt travailler sur de la conso en recalant effectivement avec les DGU. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dire, par rapport à une situation de référence, on arrive à faire en sorte que la consommation soit réduite de 40%. Donc, c'est plutôt pour ça qu'on n'a pas travaillé sur la partie étiquette. C'est pour ça qu'il n'y a pas pour nous de double obligation sur l'étiquette du bâti et l'étiquette de chaque logement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu par rapport à votre projet, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est une discussion, enfin un sujet pertinent que les copropriétaires vont être tentés de mettre sur la table pour dire, vous nous dites qu'on va passer d'un DPE H vers un DPE vers une étiquette D, est-ce que vous le garantissez? Et si vous le garantissez pour la copro dans son ensemble, mais aussi pour chaque logement. Il me semble que la question n'est pas encore posée comme ça, mais ça peut être intéressant de se pencher sur le sujet. Et juste pour revenir à notre étude, en fait, les résultats montrent qu'effectivement, ça a de l'importance de prendre aussi les bénéfices individuels à l'échelle donc de l'appartement versus le collectif ou s'il s'agit par exemple d'une rénovation par l'extérieur des murs ou sur la toiture ou alors dans une chaudière collective. On a vu la sensibilité des copros au DPE dans votre étude, tout simplement parce que c'est mécaniquement lié à la valorisation du patrimoine. Une valorisation qui est en perte s'il n'y a pas d'isolation et de rénovation, et une valorisation qui est justement revalorisée s'il y a isolation et rénovation. Et le critère, le référentiel pour le copropriétaire, c'est le DPE, parce que c'est le DPE qui est attaché à son projet de vente, et donc ça devient le critère de comparaison et le critère d'amélioration de son bien. D'ailleurs, on passe aussi à côté d'un autre point, pardon, je ne veux pas trop… Ce sera le dernier, il va falloir qu'on clôture effectivement la réunion. Allez-y. Les deux notions d'économie d'énergie et d'économie sur la facture, qui ne sont pas forcément mécaniquement liées, parce qu'au passage, il y a quand même aussi un autre sujet qui est celui de la modification des comportements et de l'aide à modifier les comportements sur la manière dont on agit sur son thermostat une fois qu'on est isolé versus auparavant. Là aussi, il y a une rééducation, une formation, pardon. Oui, pour l'effet de rebond. Il y a aussi des factures, des prix d'énergie qui entrent dans le calcul. Merci. Je ne dis plus rien. Désolée. Non, mais c'était très intéressant et je suis ravie de voir, en tout cas, que notre présentation a généré autant de questions et de remarques. L'idée, bien évidemment, c'est que cette discussion, elle continue aussi entre vous. Donc, si jamais vous voulez nous adresser vos questions, on est bien évidemment disponible. Et si vous voulez lancer d'autres études, au contraire, moi, c'est un sujet qui me passionne déjà depuis 10 ans, même si je ne suis pas aussi experte en politique publique ou autre, mais j'adore ce sujet-là. Je remercie Marie-Charlotte pour sa collaboration et la présentation des résultats, ainsi que Claire-Marie pour l'assistance technique. Avant de vous remercier de votre participation, de vous saluer, je voulais savoir s'il y avait une dernière question. Serge. Non, ce n'est pas une question, c'est j'applaudis. Ah, vous applaudissez, super, merci Serge. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Parce que je ne voudrais pas… non, j'ai l'impression qu'on est tout bon, super. Merci beaucoup de votre participation. Ce webinaire est enregistré, donc avec passion, vous pourrez le réécouter autant de fois que vous le voulez. N'hésitez pas bien sûr à le transmettre. Et puisque c'est d'actualité, je vous souhaite un bel été, mais pas trop chaud. Merci beaucoup et au plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et bravo pour le travail, merci infiniment. Merci Serge. Merci, au revoir. Merci Jérôme, merci à tous.